Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour ce premier rendez-vous en fait sur MySports, une émission en streaming. Excusez-nous pour les 2-3 soucis. On vous avait donné rendez-vous à midi, il est déjà midi 12. Peut-être que vous êtes à table, bon appétit à toutes et à tous. Alors le but finalement de cette première émission Kick-Off, eh bien, c'est de faire un tour d'horizon des forces en présence au niveau des clubs romans. Que peut-on attendre finalement de Bienne, de Lausanne, de Genève-Servette et de Fribourg-Gotteron pour cette nouvelle saison qui débutera bien sûr d'ici 3 jours. Des journalistes vont venir se succéder autour de cette table puisque c'est le principe. On va accueillir tout de suite les premiers d'entre eux. Jean-Frédéric Debetta, journaliste à Keystone ATS et puis on conçut également via le podcast Cold Facts avec votre ami Grégory Beau qui nous rejoindra d'ici quelques instants. Bonjour, bienvenue. Salut Alex. Aux compagnies également de Sébastien Tellet, journaliste à Radio Lac. Bonjour. Salut Alex. Et puis Régis Serve, journaliste à MySports, qui a suivi particulièrement la préparation du premier club dont on va parler tout de suite, à savoir le Lausanne Hockey Club. Alors messieurs, Lausanne Hockey Club, demi-finaliste la saison passée, le LHC qui s'est encore renforcé cet été avec des arrivées de poids, comme Joe Joris, comme Cody Almond et surtout Tobias Stéphane au but. Le LHC se donne les moyens de viser les sommets. La rédaction de MySports, au niveau des pronostics, elle les classe même en deuxième position. Jean-Frédéric Debetta, votre avis là-dessus? On est trop optimiste à MySports? Vous êtes optimiste, mais c'est tout à fait faisable en tout cas sur le papier. Après, on sait que la réalité de la glace du championnat, suivant les blessures, suivant est-ce que la mayonnaise va prendre, est-ce que la nouvelle patinoire va amener un nouvel élan. Mais effectivement, comme vous le disiez avant, au niveau des transferts, on a Tobias Stéphane. Je pense aussi Josh Joris va être quelqu'un de très intéressant à suivre. En tout cas, ce qu'on voit en match de préparation en Champions League porte à croire que c'est un joueur qui va amener un plus au Lausanne Hockey Club. Pour ce qui est des transferts, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Sébastien Tellet, c'est bien au niveau du mercato pour le Lausanne Hockey Club. En tout cas, ils se sont donné le moyen finalement de répondre, on va dire, à leurs ambitions. La grosse interrogation, c'est Cody Almond. On l'a vu quand même à Genève-Servette cette dernière saison. Il est capable de marquer un hat-trick sur un match et ne plus faire illusion durant les 25 matchs d'après. Oui, non, mais à part Cody Almond, sur lequel je mets quand même un gros doute, Josh Joris, voilà, Jean-Fred l'a dit, c'est un joueur qui peut faire sensation. Tobias Stéphane au but va apporter de l'expérience. On saura aussi enfin qui est numéro 1 à Lausanne. L'année passée, c'était pas sûr en début de saison. Oui, non, Lausanne s'est bien renforcé et en tout cas fait peur. Au bout du lac, on peut le dire, on a peur de Lausanne. Alors, la peur de Lausanne, évidemment. Épouvantail peut-être. Lausanne Hockey Club, épouvantail de la saison régulière. Régis. Pas loin, je pense pas loin. Épouvantail, c'est peut-être un petit peu fort. Il y a Zouk quand même, il ne faudrait pas l'oublier. Mais moi, je pense, si on regarde cette équipe, elle a progressé dans presque tous les secteurs. Gardien, ça ne fait pas de doute, Tobias Stéphane Oui, va être en plus. Derrière, allez, peut-être que là, on n'a pas beaucoup progressé qualitativement, mais en tout cas quantitativement, on y est. Et puis en attaque, il y a deux joueurs avec Almond et Joris qui compensent des départs de Tsanger, qui était plutôt genre fantomatique, et puis qui prend la place d'un jeune, je ne sais pas si on peut dire Simic, Inalbon, peu importe. Donc moi, je vois une équipe qui était troisième la saison dernière, demi-finaliste, et je la vois renforcée pratiquement dans tous les secteurs. Donc je pense qu'elle peut être que meilleure. Ouais, parlons du cas Cody Almond, justement. Sébastien Tellet nous disait, Cody Almond, c'est un peu quand il veut, il connaît les très bons matchs, des matchs en dessous. C'est un vrai renfort pour le Lausanne Hockey Club? Si on a le Cody Almond qui marque 3 buts par match, oui. Si vous avez le Cody Almond qui est de temps en temps mis à l'aile, parce que c'est un peu ça aussi. Sans trop à l'aile. Il a l'air d'être plus fort au centre, d'être mieux mis en valeur. Les statistiques parlent plutôt en ce sens-là. Quand il est mis à l'aile, c'est pas folichon. Mais Ville Peltonen a plutôt envie de mettre Corey Emerton, Josh Joris, Dustin Jeffrey. On ne peut pas lui en vouloir sur le fond. Justement, au centre, tu le mets où? Sur le quatrième bloc, finalement, un Cody Almond, c'est pas vraiment un joueur Non, de quatrième bloc. Je préfère mettre le capitaine Étienne Froidevaux, qui a oui. un bon salaire en quatrième bloc, donc ça c'est peut-être pas bien. Mais ce qui est sûr avec Lausanne aussi, je voulais juste dire, ils ont un calendrier qui est un petit peu spécial, c'est qu'ils vont entrer dans la Vaudoise Arena au 3e ou 4e match, donc ils vont jouer 3 matchs extérieurs, et puis au mois de janvier, Lausanne, en conférence de presse, l'a bien rappelé, ils vont jouer passablement de matchs à l'extérieur, et surtout à cause des Jeux Olympiques de la jeunesse qui vont prendre place à la patinoire de la Vaudoise Arena.
Et ils vont être tout ramassés en fin de mois. Donc une grosse pause, un petit peu de match, une grosse pause. Et les matchs après, il faudra voir comment on gère ça au niveau du calendrier. Parce que 5 matchs en 8 jours. Mais ça, c'est le coup du calendrier, Sébastien Tellez. C'est pas un petit peu, franchement, excuse toute trouvée pour les directeurs sportifs quand ça tombe pas en disant, bon, à Lausanne, finalement. Non, mais Geoffrey est en train de nous dire, il peut se planter au début de saison parce qu'il joue 3 matchs à l'extérieur. C'est ça? Non, il me semble que Ce ne sera pas la seule équipe. Hein. la première année où C'est Genève bon Servette retour. atteint la finale en 2008, ils commencent par 6 matchs à l'extérieur. Donc ça peut être aussi. Ils vont inaugurer leur nouvelle patinoire face à Genève Servette le 24 septembre. Non, je pense que calendrier, j'ai de la peine à dire quand même. On va Moi, revenir, je- messieurs. On va continuer les transferts parce que, quand même, un gros transfert, c'est celui de gardien. Régis, Tobias Stéphane, c'est l'atout numéro 1. On a bien fait de casser sa tirelire. C'est une valeur sûre. Je veux dire, il n'y a personne, j'ai entendu personne jusqu'ici, et je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a de la mauvaise foi là-dedans. Tobias Stéphane, c'est un gardien qu'à peu près tout le monde voudrait dans son club. Je pense que Yann Alston en avait fait une priorité il y a un peu plus d'une année. Voilà quoi, c'est une valeur sûre, point. Donc, Jean-Frédéric, c'est une valeur sûre en saison régulière ou c'est une valeur sûre en play-off? Vous voyez venir, un gros comme Pas une du maison. tout, Hein, pas du tout. hein. Pas du tout le regard coquin comme ça. Non, mais pas le regard coquin, c'est vrai, mais finalement, vous êtes demi-finaliste. Bon, l'étape suivante pour Lausanne, ça sera finaliste, mais on sait qu'on vise le titre. C'est l'objectif, franchement, affiché. Avec Tobias Stéphane, on peut le faire? Je ne sais pas si c'est affiché. En tout cas, ils disent qu'ils veulent aller en play-off. On est bien d'accord qu'ils vont se garder de faire des grandes théories en disant qu'ils veulent être champions. Mais alors parfaitement raison, c'est que Tobias Stéphane n'a jamais été champion de Suisse. Il a fait plusieurs fois les finales avec Genève Servette et avec Zug. Il était souvent contre Giannoni. On a vu la différence, c'est que Giannoni arrive à augmenter son niveau de jeu quand ça compte le plus. Tobias Stéphane, assurance tout risque en saison régulière, et puis après, on verra. Peut-être qu'il nous fera mentir, puis qu'il arrivera à sortir une saison être encore meilleure si Lausanne se qualifie pour les playoffs. Alors, Adi, Lausanne renforcée au niveau du poste du gardien. Sébastien, renforcé en attaque. En défense, c'est solide. 2 défenseurs étrangers du côté du LHC. Est-ce qu'il y a des points faibles, finalement, dans cette équipe, quand même? Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait dire, là, ils sont peut-être plus légers dans ce secteur-là? J'ai envie de dire l'aspect psychologique. L'année passée, on les mettait énormément dans le top 5 au niveau des pronostics. Ils étaient plus ou moins attendus. Le début de saison était difficile. Ils ont confirmé en terminant 3e. Cette saison, ils vont devoir confirmer. Ils ont cette nouvelle patinoire. Ils ont cette équipe renforcée, tu l'as dit. Et maintenant, il va falloir atteindre ces playoffs, atteindre ces objectifs. Et c'est peut-être là, c'est l'une des premières fois, il me semble, que Lausanne a autant de pression et d'obligation du résultat. C'était quand ils sont remontés, on attendait qu'ils se qualifient pour les playoffs ou qu'ils se maintiennent. Là, maintenant, il va falloir vraiment confirmer, faire partie du trio de tête ou du quatuor de tête. Et c'est peut-être là l'aspect psychologique et aussi, du coup, l'inexpérience dans cette situation de Ville Peltonen qui peut peut-être porter préjudice au Lausanne Hockey Club. Oui, l'aspect psychologique, puis finalement, Agis aussi a géré finalement toute cette pléiade de stars. Quoi. c'est ça. Et les temps de glace, Eh c'est oui. peut-être la grande question, ça aussi. Tout le monde ne va pas pouvoir jouer en powerplay, par exemple. Ça, c'est bien clair. Parmi les, entre guillemets, stars de l'équipe, je veux dire, il y a 3 blocs qui sont absolument formidables à Lausanne. Dans le 4e bloc, on a des joueurs qui pourraient prétendre dans de nombreux clubs à être probablement dans le 2e. Donc, peut-être que là, au jeu des égos, des joueurs qui vont devoir faire le boulot de l'ombre, il pourrait y avoir quelques grincements dedans. Ça, c'est une question de gestion de vestiaire, de psychologie. On attend peut-être Ville Peltonen dans ce secteur-là au tournant. Alors, l'aspect psychologique, l'aspect vestiaire, gérer les stars. À propos de vestiaire, jeune joueur au Lausanne Hockey Club, Jean-Frédéric de Betta, c'est une denrée rare. C'est un emploi sur le court terme, ou comment on pourrait définir ça un peu? De plus en plus, Régis parlait de Loïc Inalbon, qui avait été formé par le club, d'Axel Simic. Ils sont partis, ils ont été chercher pour l'un du temps de glace à Langnau pour Inalbon, pour l'autre du temps de glace à Zurich, mais peut-être aussi au Getsek Alliance pour Axel Simic. Lausanne a pris le pari de prendre des joueurs confirmés, avec des contrats plutôt longue durée. Moi, je trouve dommage, on parlera peut-être de Genève Servette après, mais il y a beaucoup de jeunes. C'est toujours assez intéressant de voir ces jeunes joueurs se développer. Peut-être qu'ils font des erreurs. Là, ma foi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'excuse. Vous ne pouvez pas dire à Étienne Froidevaux, mais tu es un jeune. Non. Donc, pour Lausanne, ça va être aussi plus difficile à gérer. Il n'y a que Heudemark, je crois, qui peut faire partie de la génération des jeunes joueurs qui ont été cherchés à Zug.
Les pénalités mineures de banc, hein, ça va être difficile de choisir le joueur pour aller l'envoyer les purger. Merci messieurs, on va changer de thématique, on va donc changer de club roman. Je vous laisse poser les micros, on va changer le personnel. Et oui, pas de jingle, c'est la magie de la télévision, je vous fais les petits signes pour parler désormais du HC Bienne. Sont venus nous rejoindre justement autour de cette table le journaliste de MySport Jérôme Beuchat, bonjour, Grégory Beau, journaliste à Sport Center, qu'on retrouve également bien sûr sur le podcast Cold Facts, deux garçons que tu connais bien finalement, Roland Gué, mais oui, bonjour. Présentateur des Focalistes bien sûr à la télé qui nous a rejoint aussi. Merci messieurs, parce qu'on va parler maintenant du HC Bienne. Le HC Bienne, c'est finalement l'équipe la plus stable de participation en demi-finale sur les saisons passées. Les Célandais qui vont vivre leur dernière saison avec Jonas Hiller dans les buts. Ça c'est peut-être le gros truc finalement d'avant-saison. Pourront-ils passer un palier supplémentaire? C'est ce qu'on se demande. Est-ce que finalement ce club de Bienne n'a-t-il pas atteint un sommet pour lui? Puis les nouvelles recrues, Radgeb notamment, Kunti, Schneider, voire Gustafsson, seront-elles déterminantes? La rédaction de MySport pronostique une 6e place pour cette équipe biennoise. Grégory, cette équipe biennoise, 6e? Alors, j'ai encore pas sorti mes pronostics, mais je crois que dans un premier temps, je les voyais un poil plus haut que ce que je vais les mettre, parce que je pense effectivement qu'il y a une stabilité. C'est une équipe qui est solide, un gardien qui est établi, il y a Radgeb qui va amener un peu en power play. Il y a plein d'atouts. Hein. Récemment, ils ont une vague de blessures qui est assez embêtante. Damien Brunner absent pour 3 mois. Comment ça va se passer pour le remplacer? Je pense qu'il y a une insécurité en ce moment. On parlait de stabilité justement ces dernières années. L'annonce de la retraite d'Hiller qui va évidemment amener un peu d'instabilité sur un moyen terme, mais à court terme, il y a les blessures. Bienne est l'équipe qui joue le plus de matchs en un minimum de temps en début de saison. Ils jouent 20 matchs jusqu'au 6 novembre. Pendant ce temps, Davos en joue 14. Donc c'est une énorme différence. Et je pense que d'avoir des blessés et en plus ou absents, il y a Damien Ria qui va partir à Washington, cet aspect-là pourrait être un petit peu handicapant pour Bienne en début de saison. Alors, les blessés, justement, avis partagé, Roland Gué, avec autant de matchs finalement au début du calendrier, hein, comme le disait justement Grégory, est-ce qu'il n'y a pas une pression supplémentaire à se dire ces blessés tombent encore plus mal finalement? Oui, une pression supplémentaire, mais comme chaque fois en début de saison, puis il vaut mieux avoir des blessés pour moi en début de saison que quand on arrive en play-off. Moi, en ce qui concerne Bienne, pour moi, j'ai 2 grosses interrogations. C'est Luca Kunti et Yannick Radgeb, puisque Kunti, il sort quand même d'une saison blanche la saison dernière. Ouais, j'attends de voir s'il est capable de refaire du Kunti comme il y a quelques années. Et puis Radgeb, on a tendance à oublier que quand il était à Fribourg, on le critiquait beaucoup pour sa défense. À 5 contre 5, c'est quand même pas le meilleur défenseur du monde. Et il a quand même fait une saison assez mauvaise l'année dernière en AHL. Il a joué, je crois, 38 matchs. Actuellement, on le voit arriver un peu comme le grand sauveur du HC Bienne. Peut-être pas exagéré, mais on le voit arriver comme le super renfort qui va arriver. Alors oui, je suis d'accord, en powerplay, il va être efficace à la ligne bleue, aucun doute là-dessus. Mais à 5 contre 5, pour moi, c'est la grosse interrogation. Jérôme, vous avez suivi bien sûr cette équipe, vous la suivez, vous avez suivi sa préparation. Radgeb, top transfert ou bien futur flop défensif, comme le laisse supputer Roland Gué? Dans le Céland, on est un peu de l'avis de Roland. Il y en a qui le voient top transfert, surtout en powerplay. Une petite anecdote, il a marqué 28 buts avec Fribourg les 3 dernières saisons où il était, dont 17 en powerplay en saison régulière. Donc on voit vraiment que c'est un blue liner. Mais c'est vrai qu'à 5 contre 5 ou à 4 contre 4, niveau défensif, c'est peut-être pas l'atout numéro 1 du côté du HC Bienne. Donc il y a vraiment ce gros point d'interrogation sur Yannick Radgeb. Et puis parlons de Kunti un petit peu, messieurs. Justement, Grégory Beau. Kunti, c'est un coup à la Brunner bis. C'est hop, tac, on se la pièce en l'air et puis avec de la chance, elle retombe d'un côté ou de l'autre. Alors je ne comparerai pas du tout les deux transferts, Brunner et Kunti. D'ailleurs, l'année passée, quand Brunner débarque à Bienne, je pense que beaucoup de gens ont aussi mis ça sur le rang de diva, alors que je pense que ce n'est pas du tout ce genre de joueur. C'est pas le même caractère. C'est pas le même caractère, c'est des caractères, oui, mais pas les mêmes. Et je pense effectivement que pour moi, Kunti a plus de risques de se planter à Bienne que ne l'a fait Damien Brunner sur sa première saison. Moi, pour dire, j'attends plus de Gustafsson à Bienne que j'en attends de Kunti. Je pense que Gustafsson peut amener beaucoup de choses en face-off, dans son jeu défensif, etc., que ce que n'amènera ou amènerait un Luca Kunti.
Et pour moi, grosse interrogation sur ce joueur, et je pense que je ne suis pas le seul. Gustafsson, interrogation, oui, c'est vrai, mais des joueurs finalement qui viennent. Kunti, l'interrogation. Sur Kunti, Pas sur, pardon. Oui, absolument. Kunti, mais Kunti, Gustafsson, avec les blessés actuels, finalement, ils auront les moyens de se montrer, Roland Gué. Oui, non, Peut-être mais une chance pour eux aussi de prendre, entre guillemets, un leadership qu'on leur aurait pas forcément donné dès le début de je la pense saison. que ils ont vraiment une chance à saisir. Ils ont vraiment une belle opportunité justement de montrer de quoi ils sont capables, de vraiment montrer qu'ils peuvent être leaders d'une équipe. Et cette année, vraiment, on attend aussi beaucoup d'eux. Et le début de saison, on parlait de début de saison, sera à mon avis très important justement psychologiquement. S'ils arrivent à prendre les choses en main dès le début de saison, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Si c'est compliqué au début de saison, ça risque d'être très très long pour eux. Revenons à Jonas Hiller. Jonas Hiller, qui a pris un peu de cours finalement tout le monde, hein, parce que pas senti que c'était vraiment préparé depuis la fin de la saison, etc. Cette annonce de retraite, c'est quoi? C'est bénéfique pour le HC Bienne finalement? Ça le met dans l'embarras? Ça met des problèmes dans le vestiaire ou bien? Ce qui est bien pour le HC Bienne, c'est qu'on sait que Jonas Hiller, à 99% sûr, il ne sera pas là l'année prochaine. Donc les dirigeants, ils doivent chercher un nouveau gardien. Ils n'ont pas eu Reto Berra, donc à eux maintenant de faire le travail, comme on dit. Mais je pense que pour Hiller, c'est mieux de l'annoncer en début de saison que de l'annoncer en janvier ou en février. Là, il y a tout qui est clair. Au moins, on sait que c'est sa dernière saison. Et puis, voilà, mais il faudra vraiment chercher un nouveau gardien parce que pour l'instant, le gardien remplaçant, c'est Elien Pau. Je ne suis pas sûr qu'il a les épaules pour vraiment être leader l'année prochaine en National League. On rend service à Grégory Beau, finalement, en annonçant sa retraite pour la fin de la saison? Clairement, on rend service à tout le monde, on rend service aux coéquipiers qui savent sur quel pied danser, on rend service au directeur sportif qui peut travailler de manière plus calme, on rend service aux supporters qui savent à quoi s'attendre, on rend service aux journalistes qui n'auront pas à poser la question à Jonas Hiller après chaque match, alors tu fais quoi en fin de saison? Ça rend service à vraiment tout le monde. Roland Gué, à tout le monde, sauf au directeur sportif, qui a grosso modo une année pour trouver un gardien, et c'est en effet la denrée rare, dira-t-on. Mais ça ouvre une autre interrogation concernant ce HC Bienne, c'est l'avenir de Marc-Antoine Pouliot. Est-ce que Étranger, Pouliot va ou rester passer étranger suisse, ou bien est-ce qu'il ouais. va obtenir son passeport suisse? Et ça va également conditionner, à mon avis, la recherche de Martin Steinegger, c'est de savoir si on cherche plutôt un gardien suisse. Il n'y en a pas des tonnes en Suisse non plus de ces gardiens. Il faut trouver le bon gardien pour mettre à Bienne. Ou bien est-ce qu'on essaie peut-être de regarder un gardien étranger, sous-entendu Pouliot est devenu suisse? Ça va être aussi intéressant cette saison, ça. Ouais, et Jérôme parlait de 99%. Non mais vous me voyez venir, bien sûr, mais 1%. Quoi. Je veux dire, il y a une année pour draguer, pour dire quand même, allez, tu nous rendrais vraiment service. On te double, on te triple, te quadruple ton salaire. Non, je pense pas. J'ai souri quand il a dit 99% parce qu'on entend forcément ce genre de choses que c'est pas exclu que si ça se trouve, si Hiller fait une bonne saison, peut-être qu'en novembre il aura un petit goût de reviens-y. Je sais pas, Laurent Clazel l'a écrit dans le journal du Jura aussi, il l'a déjà écrit une fois. C'est un bruit qui existe en ce moment, oui. Maintenant, il a dit qu'il arrêtait. Si Steinegger débarque avec une solution, allez, au hasard, ça se passe pas bien avec Schlegel à Berne, au hasard, total. Au hasard, Au c'est hasard. pas loin, géographiquement. C'est hein. beau le hasard. Et que Steinegger débarque en disant bah moi mon duo c'est je sais pas Schlegel et Weber qui est barré à Au Fribourg. hasard aussi. Est-ce qu'il y a pire comme paire de gardiens que d'avoir Niklas Schlegel et Weber de jeunes gardiens qui ont moyen de progresser? Je pense qu'il y a vraiment pire. À voir. Dernière question. Parlons un petit peu de Tony Rayala. Hein. Il est resté sur une saison absolument flamboyante du côté du HC Bienne. Est-ce qu'une nouvelle fois, ça sera le leader offensif? Oui, clairement. Tony Rayala, l'année passée, il était dans le top 5 des scoreurs de la National League. C'est vraiment le leader. On a l'impression que les défenseurs adverses, ils l'observent vraiment, ils essaient de le contrer, mais Rayala, il met toujours ses buts. L'année passée, il a 2 ou 3 triplés sur la saison régulière. Il est top scorer. C'est vraiment l'attaquant qui fait la différence à Bienne et qui est là surtout quand il faut faire la différence, justement. Roland Gué, ouais. Partagez cet avis aussi. Oui, Tony non, mais- Rayala, il est capable aussi de connaître quand même des trous. Hein. C'est marrant parce que l'autre jour, j'ai fait mon équipe de hockey manager pour tout vous dire et je n'ai pas pris Tony Rayala en fait. Parce que, non, mais parce que c'est ça, il est capable d'être flamboyant pendant plusieurs matchs de suite et puis après d'avoir des passages à vide. Donc des fois, j'ai un peu de la peine avec la constance de ce garçon en fait. Grégory? Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait Tony Rayala il marquera tout le temps en fait. J'arrive pas à l'imaginer ne pas être efficace comme il l'a été. Effectivement, il sort d'une saison incroyable, il finit même avec un titre de champion du monde. Difficile de faire pire comme fin de saison. Donc voilà, moi je pense que si Tony Rayala n'est pas au niveau du Tony Rayala de l'année passée, il y aura des problèmes parce que comme on le disait tout à l'heure, le début de saison, avec 2-3 absences importantes en attaque, il va vraiment falloir que Rayala soit bon. Ouais, mais à un moment, s'il est bon une deuxième saison et puis qu'il dépasse ta barre des 25 buts une nouvelle fois, c'est difficile de le garder à Bienne hein, aussi.
Si vous devez chercher un top étranger, déjà au niveau du poste de gardien, Ah, mais- et vous êtes embêté encore avec Pouliot, et ainsi de suite. En même temps, Alex, vous êtes sur le point de tripler, voire quadrupler le salaire de Hiller, donc on peut garder Rayala, non? Oh, vous savez, on a des moyens illimités. Merci messieurs en tout cas pour cette thématique sur le HC Bienne. On va changer de club une nouvelle fois, on va changer de personnel. On va retrouver Jean-Frédéric de Betta, on va retrouver bien sûr Sébastien Tellet et Pascal Eberhardt qui vont venir nous rejoindre puisqu'on va parler maintenant de Genève Servette. Genève Servette, héroïque la saison passée en décrochant in extremis une place en play-off. Lors de la dernière journée, c'était face à Zurich. Le GSHC qui est lancé dans une nouvelle ère. Nouvel entraîneur, Patémon, qui remplace Chris Maxorley. Et puis défense remaniée avec beaucoup de jeunes joueurs. La rédaction de MySports a classé ce Genève Servette en 9e position. On en parle, messieurs. Jean-Frédéric, 9e position. Genève Servette, selon le pronostic, bien sûr, de MySports, ne ferait pas les playoffs cette saison. Ça peut être tout à fait logique, je dirais entre 7 et 10. Vous les voyez 9. Ça se tient parfaitement. C'est plus une fourchette, hein, 7-10, c'est un râteau. Là. Mais, mais il faudrait que Genève communique peut-être un petit peu mieux auprès des supporters en disant, écoutez, on est en phase de reconstruction, ça ils l'ont dit, mais n'attendez peut-être pas et vous serez peut-être surpris parce que la mayonnaise va prendre et ça peut réussir et passer en play-off. C'est ça, Chris Maxorley, alors qui a son rôle de directeur sportif, hein, qui n'est plus head coach. Pour une fois, Sébastien Tellet ne nous a pas dit « j'ai la meilleure équipe à disposition » et grosso modo, on vise le titre. Exactement, et on n'a plus un joueur qui patine dans les deux sens de la glace dans les communiqués. C'était la formule de Chris Maxorley. Non, moi je rejoins ce que dit Jean-Fred. Genève Servette peut être 5e si la mayonnaise prend pour moi, ou ne fera pas les playoffs si ça ne prend pas. Mais le mot-clé à Genève Servette, pour le public en tout cas, ça va être patience. Parce qu'on ne peut pas espérer un Genève Servette qui va immédiatement parce qu'il y a un nouvel entraîneur. On a annoncé de nouveaux joueurs. Alors certes, très prometteurs, hein, des Miranda, des Carrère, des Lecoultre. Mais pour Lecoultre, il revient d'Amérique du Nord. Il doit s'adapter aussi aux nouvelles patinoires. Il a semblé un peu léger en préparation, mais on ne demande qu'à voir la suite. Genève Servette ne va pas forcément décoller tout de suite, mais il faut du temps. L'ère Chris Maxorley, il l'a annoncé lui-même, il prend sa retraite de coach. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, l'avenir nous le dira. Mais a priori, Genève Servette va partir dans cette nouvelle ère, tu l'as dit toi-même. Maintenant, est-ce que ça va prendre? Le public, en tout cas, doit être patient. Et sur la glace, difficile à dire. On va parler de coach d'ici quelques instants, mais Pascal Eberhardt, Sébastien vient de prononcer 2 fois un mot qu'on ne connaît pas au bout du lac, c'est le mot patience. Parce que je sais pas, je demandais à un Genevois d'être patient, je pense que ça ne fonctionne pas. La patience par rapport à ces jeunes, est-ce que ça rentre dans une certaine logique? Est-ce qu'on peut vraiment construire en matière du championnat de Suisse de hockey sur glace, quand on voit les équipes serrées comme ça, sur 3 saisons ou plus? Je pense qu'on peut construire sur 3 saisons. Hein. On l'a vu avec, plutôt à l'étage en dessous avec Rapperswil qui a monté en 3 saisons, Langnau qui a monté en 3 saisons. Maintenant, c'est clair que la patience, il va falloir l'avoir du côté des Vernets parce qu'en 3 saisons, c'est clair qu'il y aura au moins une fois les play-outs. Et puis on parle de jeunesse, il y a des vieux briscards qui ont quitté le navire quand même. Je veux dire, pas n'importe qui, Kevin Romy, Goran Bezina, Vukovic, aussi en avance Franson. Enfin, on a plus l'impression qu'il y a vraiment l'expérience qui est partie finalement de Genève Servette. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai relevé un chiffre sur Elf Prospect. On a perdu à Genève environ 10 000 matchs d'expérience au niveau professionnel. Avec l'année passée, c'était 37 joueurs, c'était au milieu. Là, on est avant-dernier du côté de Genève avec ce chiffre. On est à 150 matchs joués pro par joueur. Donc, mais il y a des joueurs qui en ont 0. Comme Simon Lecoultre, on parlait tout à l'heure, lui, il revient d'Amérique du Nord, il n'a jamais joué professionnel. Quelle va être sa réaction, son temps de réaction face à des joueurs qui viennent rapidement sur lui quand il a le puck en zone défensive, proche de son gardien? Contre Moscou, le match que j'ai vu, il était complètement débordé. Maintenant, c'est normal, c'était Moscou, c'était le CSKA, c'était une équipe très rapide. C'est pas forcément la même vitesse en Suisse, mais d'un autre côté, ces décisions-là, c'est pas des décisions de juniors. Et puis, en plus, j'ai envie de dire du pédigré, et puis c'est des leaders finalement que perdent aussi le vestiaire du côté de Genève Servette. C'est juste. Il faudra que d'autres puissent prendre ce rôle-là, et peut-être des joueurs plus jeunes. Parce que sinon, il y a bien quelqu'un qui va devoir se lever dans ce vestiaire. À un moment, parce qu'on parlait aussi avec Franson, hein, qui manque à l'appel. Eric Fer a été pris aussi pour peut-être amener ça, avec 34 ans, je crois. Le capitaine Noah Rod. Enfin, voilà, il y en a plusieurs qui doivent essayer
d'amener le petit cran supplémentaire. Mais quand vous jouez la plupart du temps avec 6 défenseurs, que vous perdez la moitié de votre défense, vous changez la moitié de votre défense, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément anodin. Il ne me semble pas qu'il y ait une équipe de National League, Sébastien, qui ait changé aussi radicalement, on va dire, ses paires défensives et sa défense. Ouais, effectivement. Après, là, les interrogations sont là. Est-ce que la défense va tenir? C'est à mon avis le gros point faible du Genève Servette cette année. C'est la défense. L'attaque, elle est présente. Elle n'a pas perdu en qualité plus que ça. Avec le départ de Cody Almond, qui était, on le disait avant, en alternance, et l'arrivée d'un jeune comme Miranda. Il y a derrière aussi les gardiens. C'est aussi la grande question du côté de Genève Servette. Maher, on sait qu'il sonde un peu le marché. Il va devoir se mettre en évidence. Mais contre Düsseldorf vendredi, il y a une sortie hasardeuse qui lui coûte un but. Il fait une erreur de mitaine qui lui coûte un autre but. Derrière Gauthier Desclous, on ne sait pas trop il peut être très bon, comme il peut être un poil en deçà. Il y a la défense, mais il y a les gardiens. En tout cas, l'attaque est là. Ça, c'est une certitude côté Grenat, à confirmer sur la glace maintenant. Mais ouais, côté défense, voilà. Genève Servette, Chris Maxorla a été un des premiers joueurs, un premier coach à sortir le gardien tôt. Pourquoi pas Genève Servette, la première équipe, a totalement changé sa défense. Ça, c'est plus mon côté supporter qui va parler. On va dire. Nouveau coach du côté de Genève Servette, Patrick Aymon, l'ancien coach des juniors élites, qui est entre guillemets promu. Est-ce qu'il va coacher? Est-ce qu'on amène véritablement ces idées? Est-ce que c'est véritablement une révolution quand finalement vous changez votre entraîneur principal pour prendre celui des juniors élites? Patrick, il a joué ces dernières années avec un système proche de celui de Chris Maxorley en junior. Ça a été la volonté du club d'avoir vraiment, depuis le niveau M17 maintenant, un système de jeu similaire. Comme ça, les jeunes, quand ils montent, ils arrivent et puis ils connaissent déjà le système de jeu. Mais il a quelques idées, il a déjà apporté quelques modifications dans sa façon de jouer, notamment sur la sortie de zone, où les ailiers sont moins projetés vers l'avant. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est comment est-ce qu'il va réagir, et comment va réagir le vestiaire quand il va devoir être méchant. Pat Aymon, il a déjà été sur le banc ces 5 dernières années, pendant les playoffs, pendant la saison régulière, aux côtés de Chris Maxorley et de Louis Matt, mais il était toujours dans le rôle du conseiller, de celui qui vient un peu taper sur l'épaule puis dire c'est pas grave, le coach, il a été méchant avec toi, mais voilà ce que tu as fait faux, voilà comment tu dois le corriger. Et il y a le côté diplomate, finalement, voilà. qui va devoir peut-être changer. Il sera scruté. On parlait de 3 ans à Jean-Frédéric de Betta en disant on a des jeunes joueurs, on construit sur la longueur. Au niveau du coach aussi, on va lui donner cette marge de manœuvre. J'espère qu'on va lui donner cette marge de manœuvre, sinon ça ne sert à rien de partir avec ce projet-là. C'est ridicule de se dire ça ne marche pas au bout de, au mois de novembre, après une vingtaine de matchs. C'est inutile de faire ça. Donc j'espère qu'il aura les coups des franches pour pouvoir mener à bien son projet. Il connaît quand même la plupart des joueurs qu'il a eu en junior, et puis même ceux comme Noah Rod qui sont jeunes aussi. On espère que ça va prendre cette mayonnaise. La mayonnaise va prendre. On parle beaucoup de cuisine, finalement. Il y a un nouvel ingrédient qui a été rajouté au plat de Genève Servette, c'est fer. Vous en parliez, Jean-Frédéric. Qu'est-ce qu'on peut attendre? C'est de nouveau un de ces top joueurs de NHL, mais qui avait un rôle un peu différent, qui va devoir changer finalement sa façon, entre guillemets, un peu de jouer au hockey sur glace, parce qu'on va attendre ce qu'il produise du jeu, ce qu'il marque des buts, etc. etc. C'est toujours le gros pari à la Chris Maxorley? C'est un peu ça. Quand Eric Fer a signé, tout le monde a dit voilà un deuxième Winnick dans l'équipe. Daniel Winnick, qui a joué 800 matchs en NHL sans jamais être dans le top 6. Fer, il a quand même eu des belles expériences à Pittsburgh notamment. C'est peut-être un joueur qui doit... Alors, là, il n'est pas encore totalement adapté au championnat suisse, au format de la patinoire. Mais c'est peut-être un joueur qui va pouvoir amener beaucoup. Il a fait toute la préparation avec Noah Rod et Guillaume Maillard, de jeunes joueurs. Guillaume Maillard qui peut confirmer cette année, qui semble être en pleine explosion. Il a fait une super préparation. Eric Fer, il va peut-être avoir ce rôle d'aller gratter des pucks dans la bande. Ça, il le fait très bien. Il est capable de marquer. On l'a vu contre Moscou ou Rouen. Il met un but absolument improbable dans une position improbable. Si c'est un Daniel Winnick qui, en plus, est capable de marquer des buts, ce qui semble être à confirmer, Eric Fer peut-être plus que ce joueur, ce gros joueur qui est capable d'aller mettre des grosses charges. Il peut en plus marquer des goals. C'est peut-être ce qui manque aussi à Genève Servette ces dernières années. Et cette saison, ça pourrait être lui avec Wingels qui viendrait enfiler l'aiguille. Tiens, c'est intéressant aussi. On a souvent, Pascal, vanté le jeu physique du côté de Genève Servette. La touche Pat Aymon, ça change quelque chose, ça? On parle des sorties de zone, etc. Est-ce qu'on aura toujours un Genève Servette, on va dire, percutant? Je pense que dans le système de jeu, Aymon, il ne sera pas autant dans le physique que Chris Maxorley. Par contre, il a les joueurs pour. On parlait de Noah Rod tout à l'heure, c'est un joueur qui est très complet, et notamment pour ça. Je pense que
ce sera moins dangereux d'aller au Vernet, comme Chris le disait tant, mais il y aura toujours une partie physique, oui. Partie physique. Il y aura peut-être un peu moins de spectacles aussi. Hein. Il y a beaucoup de changements de coach cette saison. Jean-Frédéric Dobetta, il y a 4 nouveaux entraîneurs, 4 changements d'entraîneurs. Del Courteau ne sera plus là, Chris Maxwell ne sera plus là, etc. Ça change aussi de personnalité. Alors pour vous, MySport, c'est peut-être plus embêtant parce que... C'est moins démonstratif peut-être. Ah bah voilà, hein, on ne peut pas faire une Aimon Cam comme on a eu une Arnaud Cam. Je ne sais pas si ce sera très pertinent. Mais en tout cas, moi il y a aussi un joueur que j'aimerais me réjouir de vous revoir ou de revoir. Évidemment, c'est Tanner Richard parce que qu'est-ce qu'il est fort aux engagements. C'est un centre numéro 1 et peut-être qu'aussi, selon ses capacités la saison à venir, à être vraiment un leader, ça peut déterminer la saison de Genève Servette. Ouais, son rôle plus personnel aussi. Il a un objectif. Il y a les championnats du monde qui sont en Suisse en 2020. Tanner Richard, il est un peu parfois mis de côté. Alors vous parliez de son excellente statistique au niveau des engagements. Ça peut être quelque chose qui le motive? Qui ne motiverait pas de pouvoir jouer à un championnat du monde en Suisse. Je sais pas, un joueur qui s'appelle Roman Vic, par exemple. Lui, il était à Rapperswil hein, avec son père, Mike Richard, donc pas loin de Zurich. Effectivement, de pouvoir être le centre d'une peut-être 3e ligne, enfin, tout dépend des joueurs de NHL qui viendront ou ne viendront pas. Mais Tanner Richard, s'il est en santé, je pense qu'il fait effectivement partie des plans de Patrick Fischer. À voir, en tout cas. Merci, messieurs. On va passer à la 4e et dernière formation, évidemment, des clubs romans. Une nouvelle fois, on va changer de ligne. Comme en matière de hockey sur glace, on va retrouver un nouveau bloc pour parler cette fois-ci de Fribourg-Gotteron. Alors qu'ils débuteront à l'extérieur leur saison pour cause de travaux à la BCF Arena, il n'y a pas que le Lausanne Hockey Club. Eh bien, Fribourg est passé à l'heure du changement puisque c'est notamment 4 nouveaux étrangers qui grifferont la glace pour les Dragons. Un Gotteron renforcé qui devrait, selon les pronostics de notre rédaction, truster le 5e rang à la fin de la saison régulière. Grégory Beau, Roland Guay et Jean-Philippe Pressel-Wenger qui nous a rejoints pour évoquer donc cette thématique sur les Dragons. 5e rang, Roland Guay. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Je pense que Fribourg d'abord sera en play-off cette année parce que Fribourg s'est vraiment renforcé. Il y a l'arrivée du duo finaliste de KHL, hein, Stolberg et Desharnais. Ce qui pourrait créer des problèmes à Fribourg, c'est le petit grain de sable. Parce que j'ai le sentiment que cette équipe, elle est bien équilibrée, bien proportionnée, mais que s'il y a un petit grain de sable, une blessure de Bikoff, une blessure de Stolberg, des petits trucs qui peuvent arriver, ça peut complètement gripper la machine. C'est un peu comme une belle voiture de sport italienne, rapide mais fragile, c'est ça? C'est exactement ça. Et moi, j'ai peur du petit grain de sable, en fait, qui pourrait venir gripper la machine durant la saison. Grégory Beau, évitez le grain de sable pour Fribourg-Gotteron, mais quand vous faites un tel coup de sac au niveau des étrangers, là aussi c'est quand même un pari, j'ai envie de dire risqué quand même pour le directeur sportif ou pas? Je ne sais pas si je dirais risqué dans le sens où Desharnais connaît déjà la maison, il a déjà joué en Europe, il vient d'Europe, donc l'adaptation va être peut-être un peu plus rapide que pour Henrik Fer dont on parlait juste avant. Victor Stolberg, on l'a vu jouer en Suisse, je crois que c'était pas trop un souci pour lui. Gunderson, c'est un défenseur qui est dans le All-Star Team en Suède. Là aussi, valeur sûre. Et Brodin, pour moi, c'est un peu ce qui manquait à cette équipe de Fribourg, un peu de hargne, un peu d'agressivité. Pas trop, attention, parce que Brodin, je pense que Stéphane Rochette risque d'en parler 2-3 fois durant la saison. Donc, ces quatre joueurs-là, à mon avis, ça ne vont pas être trop compliqués à intégrer. Et ils vont faire beaucoup de bien à 4 contre 5 et à 5 contre 4. Et l'année passée, Fribourg tenait complètement la route à 5 contre 5. Pour cette raison-là, je pense que je ne vois pas Fribourg faire une saison aussi mauvaise. Et attention quand même, on a tendance à avoir trop de noirs la saison dernière. Fribourg a raté les playoffs avec un nombre de points record pour une équipe qui n'était pas en playoff. Donc, pour un point. pour un point. Et en dessus, les biens n'étaient pas si loin que ça finalement. À quoi ça peut se jouer sur une saison? Alors, ils ont perdu les matchs qu'ils devaient gagner. Je pense notamment à un dimanche après-midi contre Rapperswil qui était étrange, on va dire. Mais à part ça, non, Fribourg s'est clairement renforcé dans les points de faiblesse de l'année passée. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Alors Jean-Philippe Pressel-Wenger, c'est ça, on est quoi? On est allé chercher le profil des étrangers en fonction des situations spéciales? Bah oui, et puis c'est le travail d'un directeur sportif, à mon avis. Je pense que là, il a bien fait son boulot. Gunderson à la ligne bleue, c'est exactement ce qui manquait. Il n'y avait pas de blue liner à Fribourg. Il y avait Philippe Fourer, avant qu'il se blesse un petit peu bêtement aux abdominaux, qui faisait le boulot qu'on attend de Gunderson cette année. Sur plusieurs matchs de préparation que j'ai vus, il met beaucoup le puck au but, et ça, il n'y avait pas avant.
Après, est-ce que par rapport à Olos qui est parti, il aura les mêmes qualités défensives pour fermer les lignes de passe, être à la bonne place au bon endroit, gratter les pucks dans les bandes? On espère, on imagine qu'il a le package complet, mais on se réjouit de voir. Alors, le package, justement, à propos du premier bloc, on a pu voir au tout début de la préparation à Roland Guay, Sprunger associé à Desharnais et puis à Stolberg. Il semble que c'est Rossi, finalement, qui soit associé au duo d'étrangers. On fait les tests avant saison, c'est normal. Mais pourquoi pas essayer de faire un vrai premier bloc de parade? Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je pense que French, il veut équilibrer bêtement ses deux premières lignes. C'est-à-dire qu'une première ligne avec justement Stolberg, Desharnais et Rossi, une deuxième ligne où on remet Bikoff, Sprunger ensemble et on met Brodin, ça semble assez cohérent quand même au niveau des lignes. Et je pense qu'il essaye vraiment d'équilibrer justement ces deux premières lignes. Après, c'est matchs amicaux, on verra ce que ça donne au championnat. Moi, j'ai vu la première ligne avec Sprunger aux Hockeyades. Ça tournait pas trop mal, hein. Franchement, c'était assez sympa à voir. Maintenant, je pense qu'il essaie vraiment d'équilibrer ces deux premiers blocs. Équilibrer les premiers blocs, Grégory Beau. Arrêtez si je me trompe, l'année passée, Ambry Piotta, le bloc le plus efficace, le premier, paf, place en play-off. Il y a beaucoup d'équipes qui ont essayé d'équilibrer leurs blocs et qui ont raté le bon wagon. Est-ce que c'est toujours finalement la bonne solution? Je pense qu'on n'a pas toujours Dominique Kubalik dans son vestiaire. Donc, si on a Kubalik, Kubalik. Desharnais, c'est quand même pas mal. Non, c'est bien, mais Kubalik, c'est quand même. Il était dominant comme rarement un étranger l'a été dans les 10 dernières saisons en National League. Je ne comparerai pas avec le Ambry de l'année dernière. Par contre, je pense que de mettre Sprunger avec Bikoff en deuxième ligne et de mettre Rossi en première ligne avec Stolberg et Desharnais, c'est une bonne idée parce que Rossi est un buteur pur. Il a besoin d'avoir des bons pucks. Desharnais, il va lui en donner à la pelle des bons pucks. Et Bikoff, il ne fait pas une très bonne préparation. Je pense qu'il y a un problème avec Bikoff qu'il va falloir gérer. Et qui mieux que Julien Sprunger peut tirer Bikoff vers le haut? Mais on a vu Jean-Philippe Presselwenger la saison passée, la Vox Populi réclamée en fin de saison dans le Money Time de reformer le duo magique Sprunger-Bikoff. On a le sentiment quand même du côté de Fribourg-Gotteron que c'est l'éternelle épine dans le pied pour le coach finalement, quoi. Si vous les mettez pas ensemble puis que ça fonctionne, tout va bien, vous avez bien coaché, et puis quand ça va pas, tout le monde vous met la pression que vous les remettez ensemble, vous changez pas le match suivant, mais 2 matchs après en général vous les remettez ensemble quand même. Alors oui, pour la pression, je suis d'accord. C'est effectivement comme ça que ça se passe à Fribourg, en tout cas dans les travées. Après, ce qui se passe, ce qui arrive aux oreilles de Mark French, ça ne va pas forcément décider de remettre un trio ensemble ou pas. Je pense qu'il est assez hermétique à ça. Il sait ce qu'il veut faire. Il y a encore un point qu'on n'a pas abordé à Fribourg, c'est Berra. Berra, je pense que ça change quand même la donne. Maintenant, on sait, il est tranquille, il a signé pour le projet, puisqu'il a dit que c'est son cœur qui avait parlé. Et, il va être à 100% investi là-dedans et il a vraiment envie d'aller gratter quelque chose de gros. Il ne veut plus vivre une saison comme l'année dernière où il se sentait abandonné, en tout cas en début de saison, quand ses pucks venaient un peu trop sur lui. Ça, je pense que ça changera. C'est vrai, la gestion des émotions finalement de Reto Berra sur la glace, on l'avait vu plusieurs fois s'énerver, c'est vrai, Jean-Philippe, en effet. Ce qui est assez rare pour un gardien de s'énerver, j'ai envie de dire, hors vestiaire finalement contre ses coéquipiers. Ça sera un des facteurs aussi. On parlait des performances tout à l'heure en parlant des gardiens de Tobias Stephan, par exemple. Un Reto Berra devrait lui aussi peut-être passer un stade supplémentaire, un palier supplémentaire dans cette équipe. Ouais, franchement, je ne suis pas certain parce que Reto Berra, il tient de toute manière la baraque. Et puis oui, il s'est énervé quelques fois, mais je pense qu'il s'est énervé contre son équipe et c'est surtout ça qui l'énervait. Je ne pense pas que c'était contre son jeu ou bien contre... Donc je ne pense pas que ça va vraiment influencer. Je pense que Reto Berra est bien là, bien établi. Le fait qu'il ait justement prolongé son contrat pour des raisons de cœur ou financières fait que du coup il a envie de s'investir et puis il a envie que ce club aille le plus loin possible. Donc je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter à ce niveau-là. Je rajouterais que l'année passée en box-play, il avait souvent 4 cônes de chantier devant lui pour faire le job défensif. Au bout d'un moment, ça peut énerver aussi de prendre plus de 40 buts en saison régulière en box-play. Je pense qu'il a été bien patient, vu dans la situation dans laquelle il a été mise. À 55, ils prennent 78 buts. C'est vraiment, vraiment peu. Berra a fait une bonne saison. L'année dernière, on a aussi tendance un petit peu à l'oublier, je pense. On parlait de la Par contre, si j'ose, au niveau émotion, Fribourg a pas toujours été l'équipe la plus solide, on va dire, mentalement. Il va falloir l'être, parce qu'après, quand la moitié des équipes aura 8 matchs de jouer, Fribourg en aura 4. Donc Fribourg va être... à moins de faire 4 matchs 12, mais 4 matchs à l'extérieur, bon courage. À moins de faire des exploits à l'extérieur, Fribourg aura du retard très vite dans la saison. Mentalement, il va falloir gérer ça aussi.
Oui, c'est vrai, il y aura beaucoup de matchs pour Fribourg au mois de décembre, notamment. On sait que la pause de novembre est souvent, Jean-Philippe, le premier baromètre pour les entraîneurs qui pourraient rater totalement leur saison. On parle beaucoup de calendrier, forcément, mais ça peut être un facteur aussi du côté de Fribourg. Oui, il parlait de 4 matchs, mais c'est 4 matchs à l'extérieur à cause de la patinoire. Alors bien sûr, le calendrier, ça peut être un facteur. En discutant avec les joueurs, et notamment avec Reto Berra, au moment de sa prolongation de contrat, il expliquait que oui, c'est embêtant cette patinoire, ça peut jouer. Le fait de commencer vraiment à l'extérieur, ça va rendre la saison difficile dès le début. Mais bon, ils sont tous professionnels, il n'y a personne qui débarque vraiment, à part peut-être Sandro Schmid. Je ne pense pas que ça pourrait vraiment être un problème. Mais une saison quand même de transition, c'est pour Fribourg qui va vivre dans les travaux finalement continuellement aussi. Oui, une saison de transition, mais Fribourg ne devra... D'abord, Fribourg est attendu au tournant. Ils ont fait une saison pourrie. Enfin, pourrie. Comme l'a dit Greg, ils ont eu beaucoup de points et ça ne s'est pas joué à grand-chose. Mais très sincèrement, Fribourg n'a pas le droit à l'erreur cette année. Fribourg n'a pas le droit d'être en play-out. D'abord parce qu'il y a un nouveau président qui a visiblement des ambitions. Ensuite parce qu'il y a des renforts qui ont été cherchés. Christian Dubé a dû casser un peu la tirelire pour justement aller chercher des gros renforts. Et puis la question, ça va être de Mark French. Est-ce que Mark French va tenir son équipe? Et combien de temps il va tenir son équipe? Parce que si ça commence à mal tourner, le Mark French, ça va être compliqué, je pense. À voir. On va clore la thématique sur Fribourg-Gotteron. Remercier Jean-Philippe Pressel-Wenger. On va retrouver Jean-Frédéric qui va nous rejoindre pour la dernière thématique. Vous pourrez rester, messieurs, puisqu'on a envie d'avoir votre avis. Cette dernière thématique, c'est celle du favori de la saison. Parce qu'on a parlé bien sûr de Lausanne, on a bien sûr parlé de Genève, on a parlé de Fribourg et on a parlé de Bienne. Mais il y a des clubs qu'on n'a pas évoqués. Et la grande question, moi j'aimerais vous entendre là-dessus. Grégory Beau, quel est le favori pour cette saison? Je suis très content, merci de me donner la parole en premier. J'avais dû prendre la parole en troisième, tout aurait déjà été dit. Donc pour moi, il y a un grand favori, c'est Zug. Et je pense qu'on l'a déjà tous répété à la satiété durant l'été, mais quand on engage le meilleur gardien du championnat, Leonardo Gianni, le meilleur buteur suisse du championnat, Grégory Hoffmann, ça va, il y a vraiment pire. Après, niveau étranger, Torel, Lindberg, Kovar, évidemment, sont des super renforts. La défense, il n'y a pas d'étranger, mais avec Diaz, c'est quand même comme s'ils avaient un étranger sur la glace. Alatalo est solide. Je ne vois pas vraiment de points faibles dans cette équipe. Ils ont même des jeunes qu'ils arrivent à intégrer gentiment. Donc on peut avoir des ambitions visuelles du tableau et faire jouer Livio Stalder, et faire jouer Sven Leuenberger, Thomas Thierry, etc. Je pense vraiment que le projet Zougois est beau et ça ferait plaisir de voir qu'un projet aussi bien ficelé ait du succès. Jean-Frédéric, on écoute Grégory Beau. C'est bon, on peut poser les micros et puis, on y va, parce que de toute façon, il ne se passera rien, quoi, finalement. Exactement. On sait déjà, Zouk, bravo, on peut déjà leur donner le trophée. Quoi. Ouais, c'est ça. Bravo d'avoir acheté les droits pour finalement avoir déjà le champion maintenant. Donc, Mais il a dit quelque chose d'intéressant, il n'y a que des étrangers en attaque. Oui. Petite statistique ou petit quiz, messieurs, quelle est la dernière équipe dans le championnat de Suisse qui a remporté le titre avec des étrangers depuis le début de la saison qu'en attaque? Davos? Ouais. Oui, c'était Davos en 2011. Davos en 2011. Oui, il y avait 4 choix. Les pour la prochaine fois, par contre. Stéphane Rochette qui dit, c'est facile, il y avait 4 choix. Regarde. C'est facile. Mais comme quoi, vous qui aimez les mathématiques et les statistiques, quand même une donnée assez rare. Ça sera peut-être ça, l'élément qui peut changer. Peut-être que Greg parlait de Schlegel en disant qu'on se demandait s'il allait faire une bonne saison. On attend Berne, forcément. On sait, culture de la gagne. Zug, le seul petit truc qu'on peut se dire, c'est comme ils n'ont jamais gagné, hormis 1998, d'accord, mais alors c'est bien loin, les joueurs qui sont à l'intérieur de cette équipe ne faisaient pas partie de l'équipe de 98. Peut-être que là, il faudra savoir si tout d'un coup ça devient un petit peu plus difficile, parce que dans le vestiaire, mais je me dis, de nouveau avec Genoni, on a quelqu'un qui est encore plus fort au moment où ça compte. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour eux, mais peut-être que... Ou alors Lausanne, puisque vous aviez envie de dire que c'est ce club-là qui pouvait potentiellement... Moi, je vais vous le dire, et soyons honnêtes, la plupart du temps, on se plante complètement sur le pronostic du premier de la saison régulière, puisqu'on a été nombreux dans le passé à mettre Zurich, par exemple, et puis à voir... que c'était une anomalie, je cite certains de mes confrères. Donc attaqué avant l'émission, bassement. Bassement, non mais franchement, Roland Guay, Zoug, il n'y a pas de discussion.
Moi, j'ai l'impression Mais de, non, de mais nous réentendre parler de Zurich la dernière fois. Non, vous mais oui, savez, mais on pourrait- en disant, ah, mais regarde Zurich, je veux dire, ils sont champions, ils sont encore plus forts que la saison passée. Oui, Voilà. mais c'est-à-dire que dans les autres équipes, on va pouvoir dire, ouais, ils peuvent faire quelque chose, mais il y a toujours le petit défaut. Tiens, on prend Berne, par exemple, super équipe, mais c'est vrai que dans les buts, ça respire pas la sérénité. Toutes les autres équipes, ils ont chaque fois le petit défaut. On regarde l'équipe de Zug, ouais, il est où le défaut en fait? On n'arrive pas à le trouver pour l'instant. Alors, peut-être la culture de la gagne, justement. Et on parlait. Ils sont au final l'année passée, enfin, Et puis Ouais. trop de talent, il faudra faire jouer tout le monde. On parlait du powerplay aussi avant en disant il n'y a que 10 postes sur 2 powerplay. Faudra trouver. Mais c'est l'avantage quand tu as des jeunes justement qui vont pas avoir de prétention de jouer en powerplay, qui vont être tout contents d'aller gratter un peu de glace à gauche à droite. Senteler et Albrecht sont des joueurs de rôle qui l'ont été l'année passée. C'est ça où, pour moi, la différence avec, par exemple, un club comme Lausanne où il n'y a pas ce vécu collectif, où ils sont allés en finale ensemble. Je peux voir là une différence. Alors, on a parlé du favori de la saison régulière, juste un mot, parce qu'il y a des nouveaux joueurs. Hein, on parlait des étrangers qu'on connaît déjà, Stolberg, Dernay, etc. Quel est l'étranger, pour vous, qui va, on parlait de Kubalik, qui va survoler voilà. Quel va nous épater? Kovar. On attend beaucoup. Centre, il va être sur les 2 premiers trios quand même. Hein. Il aura Grégory Hoffman, il sera sur le powerplay. Vous rajoutez Marcini. Voilà, disons, en tout cas, en termes de points, ça peut être potentiellement celui qui fait plus d'1 point par match, parce que ce sera à peu près ça le benchmark pour la National League. Kovar, donc. mais l'étranger qui survole le championnat ou qui survole son équipe? Parce que si c'est l'étranger qui survole son équipe, je pense que moi j'ai pris Chervenka comme manager parce que je pense qu'il va marquer un nombre de points incroyable. Après le championnat. Chervenka n'a jamais commencé la saison en santé depuis qu'il est en Suisse, donc je me méfierais quand même juste de ce. Faut pas changer Ça fait l'équipe un hockey mauvais manager. choix. Ah non, je dis je crois ça. pas. Mais oui, Chervenka, s'il est en santé, s'il joue 50 matchs, et s'il a envie d'être sur la glace à Rapperswil, il va jouer du powerplay jusqu'à plus soif, il va avoir toutes les responsabilités offensives. Bien sûr qu'il va marquer beaucoup de points, je pense. Si je parle d'influence sur le jeu et pas uniquement de points, moi, un Marcus Kruger, je me réjouis de voir ce qu'il va apporter à Zurich. Je pense que c'est un joueur qui est capable d'être bon offensivement, qui est capable d'être très très bon défensivement, qui va leur rendre service en box-play, qui va faire beaucoup de petites choses juste à Zurich. Et quand on a des joueurs talentueux avec lui, comme un Peterson, par exemple, qui peut marquer des buts, c'est bien de pouvoir avoir ce genre de joueur-là à côté. Et puis un petit mot sur un retour d'un joueur suisse aussi qui revient dans le championnat, Vincent Praplan. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Parce que quand il était parti, il est quand même parti avec la ligne de parade de Cloton, c'est la ligne la plus prolifique du championnat, etc. Ouais, qui avait été relégué quand même à la fin. Qui a été relégué, ouais. mais finalement c'était quand même une des lignes les plus prolifiques, me semble-t-il. En tout cas, c'était une belle ligne c'était avec une Hollenstein et Santala. C'était une belle ligne. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Je ne sais pas si c'est un joueur qui crée beaucoup. Il aura besoin de gens à côté de lui. Mais c'est un très très bon joueur au championnat de Suisse. En plus à Berne, il faudra voir quel rôle il lui donne. Mais normalement, on peut en attendre quand même quelque chose d'assez positif de Vincent Praplan. Je pense qu'au début de saison, Chervet sera pas présent, il va être à Ottawa, donc il y aura encore une place qui pourrait se libérer pour Vincent Praplan. Et je pense qu'en début de saison, il peut vraiment avoir du temps de glace pour revenir en Europe finalement, parce que c'est comme Yannick Radgeb, il a une saison compliquée en Amérique du Nord, il doit revenir, il faut recommencer à avoir envie de jouer sur une grande patinoire, etc. Là, en début de saison, il va directement être dans le bain. Je pense que c'est un joueur qu'on peut attendre à 30-35 points sans trop de soucis. Il avait beaucoup plus à Cloton. Il était vers 42, je crois. Il jouait dans le premier bloc. Mais il jouait 23-24 minutes. Et puis à Cloton, il n'y avait rien d'autre. Il y avait juste la première ligne, puis tout le reste était un peu vide. Donc du coup, il faudra voir ce que ça donne dans une équipe comme Berne, donc, qui est beaucoup plus complète que le Cloton de l'époque. On arrive à la fin, messieurs, de cette émission Kick-Off. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci. Plein succès. Vous avez commencé, tu m'as arrêté, je me trompe, hier. On a commencé hier avec des nouveaux consultants, dont Jean-Fred et Greg, qui viennent nous voir régulièrement, et Didier Massy également, qui nous rejoint avec Geoffrey. Absolument, encore beaucoup de questions d'arbitrage certainement pendant cette saison. Il faut s'équiper, il faut se préparer pour l'arbitrage. Merci beaucoup également à Sébastien Tellet de Radio Lac qui a participé à cette table ronde. Puis on vous donne rendez-vous, sans faute, dans 3 jours, nous, à 19h sur MySport, cette fois-ci dans la grande lucarne, enfin dans la télévision bien sûr, pour le kick-off véritable de cette saison. Merci à tous, bye bye.